Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Des réformes pour une meilleure gouvernance et réalisations socio-économiques. Le vice-président de la République a présenté les avancées de la Côte d'Ivoire dans le cadre du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Tiemoko Meliekone a pris part à une rencontre de l'UA en marge du sommet à Addis Abeba. Une autre rencontre tenue sur la crise en RDC. Des festivités pour valoriser le patrimoine culturel, touristique et économique. Sud Komwe Aniti a ouvert ses portes hier. Roi et chef traditionnel à l'honneur cette année. Le Premier ministre Robert Begley-Mambe a présidé la cérémonie de célébration officielle de cette 7e édition. Danse, chants et célébrations ont marqué ce jour mémorable. Une permanence du Sénat à Sikensi, la présidente de la Chambre haute du Parlement, Kandia Camara, a inauguré cet espace dédié au renforcement du dialogue avec les citoyens. L'ouverture de la permanence du sénateur de l'Anibi-Tiassan permet au Sénat de renforcer la mission de représentation des collectivités. Avec l'évolution de la ville, l'extension des quartiers, le marché de Boisflé ne répond plus aux besoins de la cité. Il est devenu exigu et inadéquat. S'y rendre devient de plus en plus difficile, surtout les lundis, jour officiel de marché. La relocalisation est fortement souhaitée par les populations. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliekone, est à Addis Abeba, en Éthiopie. Il a représenté le chef de l'État au sommet de l'Union africaine. Ce vendredi, en marge de cette rencontre, le vice-président de la République a pris part au 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et à la réunion du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. On fait le point avec Alexis Oudraogo. À Addis Abeba, vendredi, le vice-président prend part au 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Une réunion en marge du 38e sommet de l'Union africaine qui permet à Tiemoko Meliekone de présenter les avancées ivoiriennes en matière de réforme pour une meilleure gouvernance. Les défis pendants devraient être pris en compte dans le plan national de développement 2026-2030 en cours d'élaboration, afin de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la classe supérieure à l'horizon 2030. Occasion aussi pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, d'inviter les 44 États africains ayant accepté d'être évalués par les pairs de mettre en œuvre leurs recommandations. Il invite les 11 États non membres à adhérer au mécanisme. Des mots soutenus par le président algérien, président en exercice du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, qui annonce une contribution volontaire d'$1 milliard de son pays au mécanisme. Autre temps fort de ce vendredi, la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le conflit au Soudan et en RDC. Le président de la Guinée équatoriale, président du Conseil, déplore les perturbations des initiatives entreprises par l'Union africaine. Théodoro Obiang Nguema invite à un cessez-le-feu immédiat et sans condition au renforcement de la collaboration avec les Nations Unies et à l'adoption de mesures en faveur de la protection des civils. Notons que le vice-président ivoirien est arrivé depuis mercredi à Addis Abeba, où il représente le chef de l'État Alassane Ouattara à la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue les 15 et 16 février 2025. Et sur place là-bas, Addis Abeba, le candidat djiboutien Mahmoud Ali Youssouf vient d'être élu président de la commission de l'UA à Addis Abeba ce samedi après-midi. Il a remporté au 7e tour avec 33 voix sur 49. À 59 ans, il succède au Tchadien Moussa Faki Mahamat, dont le second mandat s'achève le 15 mars. Il est familier des arcanes de l'Union africaine qu'il pratique depuis 20 ans en tant que ministre des Affaires étrangères de son pays, le Djibouti. Et puis l'actualité nationale nous emmène à Songhon Abiaté 2 ce samedi. C'est une journée placée sous le signe de la collaboration et de l'entente fraternelle. Le Premier ministre y a réuni les populations des villages d'Akradjo et de Vieille-Arclauge pour une grande rencontre de concertation. Ces villages liés par l'histoire et les coutumes ont exprimé leur volonté de marcher désormais main dans la main. La cérémonie a débuté par un culte à l'église Bethel d'Abiaté 2. Le Premier ministre a demandé des prières pour la paix et le développement. L'objectif de cette rencontre était donc d'appeler à la cohésion et le vivre ensemble.
Le chef du gouvernement qui était hier dans la région du Sud Comoé qui vibre au rythme de sa riche culture. Ce vendredi, le festival Sud Comoé Anitié a ouvert ses portes à Boisseau. Le Premier ministre Romain Beugele-Mambé a présidé la cérémonie de cette 7e édition. Jean-Luc Bangbo, Ulrika Dongo. Depuis le 7 février dernier, la ville d'Aboisseau vit au rythme du festival Sud Comoé Anitié. Cet événement qui magnifie depuis quelques années la culture et le patrimoine de la région a connu une ferveur particulière ce vendredi 14 février avec la participation du Premier ministre Robert Beugele-Mambé. Le festival Sud Comoé Anitié s'impose aujourd'hui comme un cadre d'expression et de valorisation de notre patrimoine où est exaltée la dignité culturelle de nos peuples et affirmée la diversité qui fait la richesse de la région du Sud Comoé. Danse, chant et générosité culturelle ont été au rendez-vous, illustrant la richesse et la diversité de ce patrimoine vivant. Patrimoine dont les garants, les rois et chefs traditionnels sont mis à l'honneur au cours de cette 7e édition. Nos chefs traditionnels sont les porteurs de la mémoire collective et il est de notre devoir de les soutenir, de les respecter et de valoriser leur rôle quotidien en faveur du développement de la paix et de la cohésion sociale, surtout en cette année électorale. Hommage, remise des certificats à cette tête couronnée et une mission au nom du Sud Comoé Anitié, renforcer la cohésion entre les peuples dans cette région. La force des peuples réside dans leur attachement à leurs valeurs culturelles intrinsèques. C'est cette conscience d'authenticité que le président Eugène Akaolé implémente si bien dans le Sud Comoé. Les différentes réjouissances et animations culturelles qui meublent ce festival sont autant de vecteurs qui traduisent l'âme profonde de nos peuples. Et Dieu seul sait combien de fois les peuples du Sud Comoé ont de quoi revendre dans ce rendez-vous du donner et du recevoir. Face à une adhésion populaire, le festival Sud Comoé Anitié s'affirme comme un pilier du rayonnement culturel de la région. Le Sud Comoé a tellement de potentialités. Le Sud Comoé a tellement de structures qui peuvent consolider son avenir. Et beaucoup de choses seront faites ici. Je peux vous l'assurer, le président s'engage à vous apporter davantage. Quand il s'agit du développement du Sud Comoé, toutes les intelligences doivent être réunies pour donner chacun le meilleur de lui-même en vue de permettre au Sud Comoé de rayonner. Véritable ode aux racines et à l'unité, la 7e édition du Festival Sud Comoé Anitié a accueilli, depuis son ouverture, quelques 3000 festivaliers, dont 200 venus du Ghana voisin. Le festival prend fin le 16 février prochain. Et justement, dans nos cultures ainsi valorisées, des rites ont toujours accompagné les funérailles de la croyance traditionnelle à la fois en Dieu. Des actes sont posés pour ces moments de séparation, mais il y a ce qu'il convient de retenir au regard de la foi. Antagonisme ou complémentarité. Un prêtre catholique s'est prononcé sur la question dans un livre, Usage funéraire et mission de l'Église chez les Baoulés de Côte d'Ivoire. Abbé Jean-Claude Umbra est l'invité de la page culture. Bonsoir. Bonsoir mon frère Dr Kolo. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le sujet de votre thèse de doctorat en théologie à l'Université de Strasbourg. Tout à fait, tout à fait. D'accord, on aura l'occasion d'en parler plus largement tout à l'heure et vous restez avec nous pour voir le reste donc, de l'actualité. Et dans l'actualité ce soir justement, au niveau du Parlement, la présidente de la Chambre haute, Kandia Camara, ouvre la permanence du Sénat de Sikensi. C'est un espace dédié au renforcement du dialogue entre le Sénat et les citoyens. L'ouverture de la permanence du sénateur de l'Anibi-Tiassa est une avancée dans la mise en œuvre de la mission de représentation des collectivités. Malika Koulibaly, Frodo Célestin. La commune de Sikensi ouvre une nouvelle page de son histoire avec le Sénat et ce, à travers l'inauguration de sa permanence ce samedi par Kandia Camara, présidente du Sénat ivoirien. La coupure du ruban matérialise l'effectivité de la décentralisation de cette institution en Côte d'Ivoire. Le Sénat vote les lois, consent l'impôt, contrôle l'action gouvernementale, évalue les politiques publiques
Mais en plus de ces missions que nous partageons avec l'Assemblée nationale, le Sénat a des missions spécifiques, notamment la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Donc l'une de nos missions importantes, c'est de représenter les populations. Pour la circonstance, la présidente a été baptisée reine de Sikensi par l'autorité traditionnelle. Elle répondra également au nom des Yipo, un pays Abidji. Dans la perspective des prochains enjeux auxquels la Côte d'Ivoire se prépare à faire face, la présidente du Sénat invite les populations à fréquenter la permanence pour prendre connaissance des messages de sensibilisation, de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Une permanence pour se rapprocher davantage des populations. La police de proximité aussi se renforce. Le PNUD et la coopération japonaise soutiennent la Côte d'Ivoire. Ses partenaires ont remis du matériel didactique et informatique, des équipements pour assurer une formation de qualité adaptée aux enjeux sécuritaires. Walter Amadou Ouattara. Direction de la formation de la police nationale. Le général Touré Albert Kwaku, directeur de la formation, reçoit du matériel informatique, bureautique, de sonorisation et des vidéoprojecteurs. Ces équipements didactiques sont destinés aux écoles de police d'Abidjan et de Korogo. Un appui pour renforcer la qualité de formation afin de les adapter aux enjeux actuels liés à la police de proximité. C'est un investissement d'environ 40 millions de francs CFA par l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, dans une mise en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette cérémonie est la preuve que le partenariat entre le PNUD, la JICA, la police nationale et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte ses fruits. Et nous sommes vraiment fiers. Nous espérons que ce matériel contribuera à accroître les capacités des policiers dans la production du manuel sur la police de proximité à l'endroit des élèves policiers. Le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité apprécie à sa juste valeur cette action des partenaires de la Côte d'Ivoire. Cet événement marque une nouvelle étape dans notre détermination commune à renforcer la sécurité et la confiance entre les forces de sécurité et nos populations. C'est pourquoi Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité m'a chargé de transmettre ces vœux de plein succès à nos partenaires dans le cadre de leur appui technique et financier à notre pays. Ces équipements, nous réaffirmons notre engagement à les utiliser judicieusement pour le bien de tous. Ce programme d'appui a été officiellement lancé par la signature d'un accord de projet le 6 mai 2024 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans un autre domaine, fin décembre 2024, c'est au tour de 5000 marchés publics qui ont été approuvés. C'est en augmentation de 20% par rapport à 2023. Hausse de la part des PME dans la commande publique. Il y a surtout un recul du gré à gré de 20%. Des résultats satisfaisants. La Direction générale des marchés publics a défini les grandes orientations pour la mise en place d'un mécanisme dynamique de gestion efficace des dossiers. On en parle avec Lansile Bakayoko. En 2024, grâce à la dématérialisation des marchés publics, plus de 30 000 opérations ont fait l'objet de prise en charge via le système intégré de gestion des opérations des marchés publics SIGOMAP. 16 fonctionnalités complémentaires ont été développées et intégrées aux modules existants. Le montant des marchés approuvés à fin décembre 2024 s'est énormément accru. La situation des petites et moyennes entreprises a connu une embellie en 2024. Plus de 2000 opérations ont fait l'objet de contrôles a posteriori dans 24 différents ministères. Sur une prévision totale de 1500, plus de 2500 acteurs, aussi bien en région qu'à l'échelon national, ont été formés sur les procédures de passation des marchés publics et sur le SIGOMAP. Nous sommes conscients des défis qui restent à relever et ces défis sont entre autres la maîtrise du délai moyen de passation des marchés publics à 92 jours, la maîtrise du taux de marché de gré à gré en dessous du seuil de 20%, l'implémentation du système de contrôle interne pour l'amélioration de la gestion des risques
l'efficacité opérationnelle et la transparence. La situation des petites et moyennes entreprises enregistre une embellie évidente. Comparativement à la gestion 2023, le nombre de PME titulaires de marché s'est accru de 62,7%, passant de 1108 à 1803 PME en 2024. Le taux de participation des PME à la commande publique est donc resté supérieur au seuil minimum réglementaire de 30%. Cette dynamique en faveur des PME épouse parfaitement la volonté du gouvernement d'offrir à ces entreprises les opportunités de contribuer significativement à la croissance de notre pays. Malgré cette orientation, les procédures concurrentielles devraient prendre une grande part dans la passation des marchés. Et un marché dans la Mare, oui. Boisflé espère mieux justement pour son marché. Avec l'évolution de la ville, l'extension des quartiers, ce centre commercial ne répond plus aux besoins de la cité. Il est devenu exigu et inadéquat. S'y rendre devient de plus en plus difficile. Le lundi, jour ouvrable, jour officiel de marché, c'est quasi impossible d'y avoir accès. Vendeurs et acheteurs se bousculent le petit espace. La relocalisation est donc fortement souhaitée par les populations. On le voit dans ce reportage de Jana Toubé. Boisflé, quartier du Labougou, il est 10h. Sur la grande artère venant du rond-point du quartier Coco et traversant le marché dans le sens du village de Deïta, automobilistes, cyclistes, piétons, motocyclistes et tricycles se disputent le macadam en ce jour de marché. Avec le flot de personnes qui y vont et en viennent, circuler sur cette artère lundi devient un supplice. La mairie nous autorise à garer comme ça pour vendre. Les taximens là aussi, ils prennent les clients. Ça fait des autres, mais on va faire comment? C'est trop coincé. Les peuples libérés un peu nous passer. Voilà le droit qui est arrivé là-bas. Mais nous on va faire comment? C'est pour ça qu'on va faire un embouteillage. On doit bouger, desserrer au milieu pour barrer tes clients. Le marché est un peu petit. Donc c'est à cause de ça on est sur la route. Il y a un danger. On a peur de ça, mais on fait avec. Tous les lundis, c'est ainsi. Le grand marché de Boisflé est le lieu de convergence des paysans venus des villages alentours pour vendre le produit de leurs champs, des commerçants et vendeurs arrivant des marchés périphériques de la ville et d'autres localités auxquelles s'ajoutent de nombreux acheteurs et visiteurs guettant la bonne affaire. Dans une ambiance où se mêlent tintamarre et jurons des acteurs de ce cadre d'échange, la police municipale est présente pour faciliter la circulation. Mais face à elle, toujours l'incivisme des populations et elle-même confrontée aussi à la faiblesse du nombre d'agents déployés sur le terrain. Les tricycles, les motos, les voitures personnelles, tout le monde passe. Ça fait que vraiment, il y a de l'embouteillage. Le taxi, quand il vient, au lieu de bien serrer pour pouvoir prendre bien décharger ses marchandises, il garde carrément au milieu de la route. Il faut un deuxième marché pour un peu décongestionner un peu ce marché-là. Je fais cacarer embouteillage direct. Embouteillage directement. Tous les lundis, c'est comme ça. Tous les lundis. C'est pas normal. Ça nous fatigue. Mon souhait est qu'ils arrangent la voie et puis ils doivent essayer de dégager ou bien faire un autre marché quelque part où les parents peuvent aller se débrouiller là-bas. Toutes les voies d'accès au marché de Boisflé, les lundis, sont bouchées jusqu'aux habitations alentours. Ces jours-là, les rues et ruelles attenantes sont systématiquement happées par les commerçants et vendeurs jusqu'aux portes cochères des habitations, pour devenir des étals ou des sites de déchargement de marchandises. Les vendeuses doivent pousser un peu en arrière pour que les véhicules puissent avoir la route pour passer, pour ne pas faire de dégâts. Le danger y est présent. La crainte d'éventuels accidents que pourraient causer les va-et-vient incessants des engins motorisés sur des routes transformées en marchés et la devanture des habitations des dépôts d'ordures. Les riverains exaspérés tolèrent cette situation et nourrissent l'espoir que la mairie y vienne mettre de l'ordre. Chaque lundi, la mairie vient s'imposer pour prendre des points à un moment. Ils refusent de mettre une poubelle pour nos moments dans le quartier, pour qu'elle puisse mettre les ordures dedans. On est fatigué pour vivre dans le désordre. Voiture, bruyère, tout ça, là, on nous fatigue avec ça. Donc les moteurs taxis, là, on n'a qu'à arrêter, on n'a qu'à circuler en dehors du marché. Un peu plus loin, dans le même quartier, le très officiel nouveau marché de Boisflé. Depuis sa construction, il y a une dizaine d'années, par l'ancienne équipe municipale pour remédier aux problèmes générés par l'actuel marché, rien n'a bougé. Quelques magasins et étals ici et là. Pour le reste, un vide total qui argumente en faveur de ceux qui laissent entendre que la relocalisation du marché central de Boisflé n'est pas pour demain. Il y a longtemps, on a commencé le marché là, mais depuis là, ça ne pouvait pas prendre.
Ils ont fait les magasins, les gens ont pris les places, ils ne s'assoient pas pour vendre, on ne comprend même pas. Le marché est délaissé. Donc moi, selon moi, la faute vient des autorités. Si les autorités viennent développer ce marché et puis sensibiliser la population, je sais que non, le marché va prendre. À ce jour, le statu quo. Le nouveau marché attend toujours ses occupants. L'ancien, lui, continue de fonctionner normalement dans l'immobilisme de la mairie. Jusqu'à quand? Les habitants des maisons justant l'actuel marché, eux, continuent de souffrir le martyre chaque lundi. Et le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes en mission à Paris en France, Albert Flindé, veut accélérer la mise en œuvre des projets de coopération. Il a été reçu au siège du Conseil économique, social et environnemental de France. Il a profité de cette mission pour rencontrer la diaspora du district autonome des montagnes. Et puis du 24 au 28 février, la Côte d'Ivoire reçoit des acteurs sociaux. C'est à l'occasion de la 15e édition du Forum de la rentrée syndicale. Cette école du Nouvel An de la Confédération syndicale internationale, région Afrique, se tient à Grand-Bassam. L'organisation se penche sur les problèmes du monde du travail du 24 au 28 février prochain. Et dans l'actualité politique ce soir, un meeting de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara dans la région de l'Ifou, à Daoukro. La coordination régionale et les populations de l'Ifou se sont réunis. Une mobilisation afin de rendre hommage au chef de l'État pour le développement dans la région. Léon Brou. Place Henri Konan Bédié, symbole de l'appel de Daoukro. Les populations de ce département et celles de Wélé, Prikro et Mbayakro au rendez-vous de la coordination régionale RHDP de l'Ifou pour rendre hommage au chef de l'État. Dans la continuité de feu le président Henri Konan Bédié est fait le choix du candidat de l'Ifou pour l'élection présidentielle de 2025. Le Ifou a pris une option ferme et indiscutable. Notre candidat à l'élection présidentielle, c'est Alassane Ouattara. À ce choix adhèrent des militants de l'opposition, dont plus de 200, conduits par un cadre du PPACI. J'ai été appelé pour être vice-président. J'ai refusé. À partir de ce jour, je suis militant du RHDP. Côté population, les pas de danse pour saluer ce choix ne suffiront pas au regard du développement et du bien-être impulsé à la région de l'Ifou par le président Alassane Ouattara. Routes et ponts, l'école, la santé, l'électricité, la promotion des cadres. Quand en si peu de temps, on réalise de telles prouesses, on ne peut qu'être fier de l'auteur de ces réalisations. L'Ifou est donc fier d'avoir Ado à la tête de la nouvelle Côte d'Ivoire. Quand il prend la parole, le ministre Amédée Kouakou dit la justesse du choix de l'Ifou, expliquant qu'après le décès du président Henri Konan Bédié, le seul fils et digne successeur de feu le président, Félix Houphouët-Boigny qui reste, se nomme Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a apporté la paix dans ce pays. Et c'est ça la chose la plus importante. Parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de paix, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et ça, le président Alassane Ouattara l'a réussi. Et nous voudrions lui dire merci pour cela. Ne nous trompons pas de combat. 2025 est une année électorale. Mobilisé aux côtés du ministre Amédée Kouakou en soutien aux populations et cadres du RHDP, de l'Ifou, la présidente nationale des femmes du parti et des cadres du centre, dont les présidents des conseils régionaux de Beké et d'Unzi. Ici à Abidjan, les structures du RHDP se préparent. Le secrétariat national chargé de l'animation et de la mobilisation a rencontré les responsables des coordinations régionales du district d'Abidjan. L'objectif de cette séance de travail était d'aboutir à une stratégie autour des réalisations du président de la République et les idéaux du RHDP à Boussanogo. Réfléchir à des éléments de langage destinés à mettre en lumière le bilan positif du président Alassane Ouattara en prélude aux élections présidentielles d'octobre 2025. Définir les axes du discours militant. En somme, définir une stratégie de communication et de sensibilisation autour des réalisations du chef de l'État. C'est le sens de cette rencontre du secrétaire national du RHDP chargé de l'animation et de la mobilisation.
Jean Blédé Badia Guirao, avec les responsables de coordination régionale du RHDP du district autonome d'Abidjan. Blédé Guirao a défini les éléments du discours à adopter pour rassembler les militants et promouvoir les valeurs du parti. 25 octobre, c'est pour bientôt. Nous devons tout faire pour que le président de la République, par rapport à son bilan, soit élu sans embâche, dans la paix. Aller vers les Ivoiriens, aller vers nos militants et leur dire que notre candidat c'est Alassane Ouattara et il va être réélu. Et c'est les stratégies là pour lesquelles nous sommes réfléchis. Zie Daouda Koulibaly Pewelinya, membre du bureau, a réaffirmé l'importance de l'unité et de la cohésion pour garantir la victoire du RHDP. Il a également insisté sur la nécessité d'occuper le terrain afin de rassembler un maximum d'Ivoiriens autour du projet politique porté par le président Alassane Ouattara. Il est important de mettre en place une stratégie et des actions de mobilisation des animateurs du parti. En effet, au-delà de la force des arguments que détient le RHDP par la grande réalisation qui ont donné un nouveau visage au pays, il faut renforcer les acquis par un vote écrasant, n'est-ce pas, pour le président Alassane Ouattara. Les responsables de coordination régionale du RHDP du district d'Abidjan adhèrent pleinement à cette approche. Le travail que nous allons abattre, qu'Alassane Ouattara sera réélu. Et nous sommes convaincus que le travail sera bien fait. Le secrétaire national du RHDP, chargé de l'animation et de la mobilisation, annonce par ailleurs une tournée nationale visant à remobiliser les bases et renforcer l'unité des cadres, car pour lui, l'heure est à la mobilisation. Et notre parti qui se prépare à forte mobilisation justement ce samedi des militants du PDCI-RDA, place Figayo dans la commune de Yopougon, une rencontre qui a vu la présence de plusieurs mouvements et associations proches du parti, des structures qui ont affirmé leur engagement aux côtés du président du PDCI-RDA. Pour la présidentielle d'octobre, Tidiane Thiam les invite à rester mobilisés. Moussa Konate Yamasso. C'est son premier grand rendez-vous avec les militants du PDCI-RDA de Yopougon. À la place Figayo ce jour, les mouvements et associations proches du parti répondent massivement à l'appel du président Tidiane Thiam. Une rencontre pour lutter et tout le soutien en cette année électorale. Je voudrais ici féliciter le courage des organisations et mouvements pour leur engagement et détermination d'avoir porté leur choix sur un éminent et souverain homme d'État qui a toutes les qualités pour diriger notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Il inspire aujourd'hui, et plus que jamais, confiance à toute la jeunesse africaine et en particulier à la jeunesse de Côte d'Ivoire. En effet, Monsieur le Président, vous avez, depuis votre avènement dans l'arène politique, démontré par vos discours et vos agissements votre volonté de faire autrement la politique en œuvrant pour une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire apaisée et tournée vers un avenir prospère. Des propos qui traduisent l'engagement des militants pour la reconquête du pouvoir d'État. Notre rassemblement de ce jour est une marque de la confiance des Ivoiriens en notre capacité à incarner l'espoir, le rassemblement de tous les Ivoiriens et l'unité de notre nation pour le changement. Tous, main dans la main, nous redonnerons espoir à tous les Ivoiriens qui ont soif de changement et de progrès, qui ont soif de liberté et d'équité. Je vous demande donc de vous lever tous ensemble, vous, membres de la société civile, membres de ce grand parti de la paix, pour porter ce message de paix, d'espoir et de développement. Le président du PDCI-RDA partage également sa vision d'un environnement électoral apaisé. Nous devons tout mettre en œuvre pour avoir une élection apaisée. Nous devons permettre au plus grand nombre d'Ivoiriens de voter et cela est une condition essentielle pour une élection apaisée. Et nous voulons aussi un dialogue politique. Tidiane Thiam engage l'ensemble des responsables du PDCI-RDA à investir le terrain afin de mobiliser les militants pour le scrutin d'octobre 2025. Et nous vous le disions à l'instant, on devient le 88 février. La Côte d'Ivoire reçoit les acteurs sociaux. C'est à l'occasion de la 15e édition du Forum de la rentrée syndicale. Cette école du Nouvel An de la Confédération syndicale internationale Région Afrique se tiendra à Grand Bassam. Godefroy Okambawa. Ce forum mobilisera des milliers de syndicalistes nationaux et internationaux. Ils plancheront sur des questions cruciales qui touchent le bien-être des travailleurs.
La 15e édition du forum de la rentrée syndicale de la CSI Afrique se tient en Côte d'Ivoire, précisément dans la ville historique de Grand Bassam, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Du 24 au 28 février 2025, s'appuyant sur l'élan et les résultats de l'édition précédente. La 15e édition du forum de la rentrée syndicale de la CSI Afrique sera centrée sur le thème employabilité, salaire vital, paix et transformation économique pour la justice sociale en Afrique. Occasion pour ces syndicalistes de relever de nouvelles approches dans le sens du dialogue social. Le 15e forum de la rentrée syndicale de la CSI Afrique offrira aux organisations syndicales africaines les moyens de jouer un rôle central dans la promotion de la justice sociale en Afrique, en dotant les dirigeants syndicaux de connaissances et des outils nécessaires pour plaider en faveur et mettre en œuvre les politiques qui favorisent le travail décent, l'égalité économique et le développement durable. Nous lançons donc un appel solennel, un appel aux institutions de la République, aux acteurs du secteur privé, aux experts du Bureau international du travail, aux acteurs de l'économie informelle, à participer aux différentes activités qui seront menées au cours de ces 5 jours à Grand Bassam. 4 centrales syndicales ivoiriennes sont affiliées à la Confédération syndicale internationale Région Afrique. Il s'agit de l'UGTCI, de la CISL Dignité, de la FESACI et de la Centrale Humanisme. Et voici maintenant la page culture. Et nous recevons notre invité, Abbé Jean-Claude Mbra, auteur de l'œuvre Usage funéraire et mission de l'Église chez les Baoulés de Côte d'Ivoire. Alors tout de suite, pourquoi chez les Baoulés? Pourtant, c'est une question que tous les autres peuples ont en partage. Tout à fait, docteur Kolo, c'est une très belle question. Alors, d'abord, je me dis que la question de la mort touche tout le monde. Et parler de la mort n'est pas chose facile. Je dirais qu'il y a une difficulté cognitive à parler de la mort parce que la mort est inénarrable. Ceux qui en font l'expérience ne parlent plus. Ceux qui essaient d'en parler n'ont pas fait l'expérience de cette réalité singulière. Alors, on essaie de parler autour d'elle, voilà, avec des images et tout cela. Alors, ce livre-là donc parle des usages funéraires chez les Baoulés. Il fallait donc prendre un ancrage dans ce peuple-là pour développer ce qu'il y a dans ce bouquin. Alors, les Baoulés, parce que, en tant que prêtre du seuil de Yamoussoukro, je fais partie de ce terroir-là, les Baoulés, et c'est dans la perspective d'évangélisation de ce peuple-là que j'ai écrit ce bouquin, qui est extrait de ma thèse de doctorat en théologie. Voilà. D'accord, on va poursuivre maintenant de voir ce regard sur cette œuvre de Marina Menzan et on se retrouve. Le livre Usage funéraire et mission de l'Église chez les Baoulés de Côte d'Ivoire explore la manière dont les traditions funéraires baoulées et le christianisme coexistent et s'influencent. L'auteur Jean-Claude Mbra, prêtre catholique, s'intéresse dans son ouvrage aux défis rencontrés par les chrétiens baoulés qui doivent souvent jongler entre leurs croyances ancestrales et leur foi chrétienne, notamment lors des funérailles. Il met également en lumière des pratiques comme les hommages aux ancêtres ou les rituels visant à comprendre les causes d'un décès et propose une réflexion sur la manière dont l'Église peut prendre en compte ces traditions tout en restant fidèle à son message. Un élément de Marina Menzan et Sephora Zegui. Alors, l'abbé, que retenir finalement? Croyances traditionnelles et foi religieuse, antagonisme, complémentarité? Je pense que la chute de l'élément tout à l'heure nous aide à comprendre un peu tout cela. Il s'agit de voir ensemble comment on peut instaurer un dialogue enrichissant entre la foi chrétienne et nos croyances traditionnelles. Et voir ensemble quel chemin on peut parcourir ensemble pour que le chrétien africain baoulé ne soit plus écartelé entre deux mondes, mais qui vive sa foi en étant lui-même, parce que le Christ ne vient pas détruire ce qu'il est, il vient pour qu'il puisse assumer tout son être, voilà, et aller avec tout ce qu'il est au Christ, voilà. Quelles sont les modalités de ce dialogue, puisque pour beaucoup, il y a des positions peut-être un peu opposées. Quelles sont donc les modalités? Quelles sont les chances de succès
d'un tel dialogue entre ces deux éléments? Oui, effectivement, depuis d'abord, quand on voit le dialogue semble un peu déjà, j'allais dire, difficile à amorcer. Et c'est là où je pense que les chrétiens, j'allais dire le côté du côté catholique et le côté traditionnel, le côté des croyances traditionnelles, eh bien, chacun doit essayer de se regarder, non pas en chien de faïence, mais à partir ensemble avec beaucoup d'humilité de part et d'autre pour amorcer ce dialogue-là. La foi chrétienne ne vient pas, comme j'allais dire, une sorte de... pour dominer, mais plutôt pour entrer en contact avec ce peuple-là. Et puis, également, il ne faudrait pas que nos amis des croyances du terroir aussi regardent la foi chrétienne comme quelque chose de bizarre, dangereux, mais qu'ils essaient aussi de voir ce qui peut Vous évoquez là l'aspect de la complémentarité. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais dans cette complémentarité, justement, il y a des éléments qui peut-être se rapprochent. Quand on prend, par exemple, justement, pour rester chez les Baoulés, le Nzié, par exemple, c'est un moment de manifestation de la solidarité. Tout à fait. Au niveau des obsèques. Tout à fait. Alors, c'est une valeur partagée par l'Église, évidemment. Tout à fait. J'en parle dans le bouquin. Et donc, le Nzié, comme don funéraire, est un rite qui pourrait servir de point d'ancrage pour une inculturation. Donc, le côté solidaire qui apparaît ici, me semble-t-il, est très important. Parce que dans le Nzié, il y a deux aspects. Il y a le yako qu'on va faire, voilà, donner de l'argent, tout cela. Et puis le Nzié qui consiste aussi à apporter de la literie funéraire, tout ça, pour accompagner le défunt, tout ça. Mais tout cela crée, j'allais dire, un circuit d'échange, de dons, voilà. Et puis de contre-dons, parce que si on te donne aujourd'hui mon frère Kolo, demain aussi, les tiens vont donner aussi, voilà. Et donc, je pense que c'est un rite qui est assez intéressant pour consolider la solidarité, et pour dire que la mort, dans le contexte africain, n'est pas solitaire, elle est solidaire. Voilà. Communautaire. Communautaire, voilà. Et je pense que c'est un point d'ancrage très important sur lequel la foi chrétienne aussi peut s'appuyer pour que nos chrétiens du terroir baoulé, là, ne se sentent pas, j'allais dire, écartelés, voilà, en deux façons de faire. Donc finalement, vous n'appelez pas justement à la fin des rites funéraires traditionnels? Alors, je pense que la question est assez intéressante, elle est assez biaisée. Alors, le Christ ne vient pas donc détruire ce que nous sommes. Mais justement, il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec la foi chrétienne. Et c'est là où je parle de la culture. Il faut que nos cultures acceptent de mourir à ce qu'elles ont de négatif pour accéder à une sorte de transfiguration créatrice pour que advienne le règne de Dieu pour ce peuple-là. Donc, il suffit de voir une sorte de subtil dialogue pour décrypter ce qui n'est pas bon et puis laisser choir tous ces pesanteurs pour aller vers le Christ librement, voilà, plein d'espérance, voilà, et puis être heureux de professer sa foi de chrétien en tant qu'Africain baoulé. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un risque que la culture disparaisse? Je ne pense pas. D'ailleurs, une fois qu'il n'est pas culture, eh bien, comme le dit dans la postface le professeur Santedi, qui l'a bien rédigé, je vais le féliciter, qui est recteur de l'Université catholique du Congo, il dit ceci en citant le pape Jean-Paul II, une foi qui ne devient pas culture est une foi qui n'est pas pleinement accueillie, entièrement pensée et fidèlement vécue. Autrement dit, la foi et la culture doivent, j'allais dire, marcher ensemble pour que les gens qui habitent cette culture puissent vivre pleinement leur foi. Il y a une expression qui mérite que l'on comprenne bien les choses. Vous avez utilisé ce terme religion traditionnelle. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, religion traditionnelle, pour faire référence à nos croyances du terroir, on les appelle aussi religion des ancêtres, religion africaine, tout cela pour, j'allais dire, parler de nos croyances locales, voilà, à la différence de la foi chrétienne, voilà. Ce sont nos croyances du terroir, ce que nos parents ont vécu ou vivent encore, c'est tout cela qu'on peut regrouper sous ce vocable de RTA, religion traditionnelle africaine, religion des ancêtres, voilà, c'est un peu cela. Quelles sont les premières réactions après d'abord la thèse et l'apparition de cet ouvrage? Alors, la première réaction, c'est-à-dire... Des populations notamment, alors, des Baoulés. Oui, alors...
d'abord très intéressant. Je voulais d'abord préciser que cet ouvrage, c'est bien sûr, porte le titre sur les baoulés, mais ne concerne pas que les baoulés. Oui, vous avez dit, c'est une question transversale, évidemment. Tout à fait. Et dans les recherches, il faut partir d'un point d'ancrage. Vous êtes parti donc des baoulés, évidemment. C'est partagé. Tout à fait. D'accord. Et donc, je crois que le livre a fait un bon accueil du livre, qui permet de comprendre que nos chrétiens... Parce que l'objectif du livre, c'est l'évangile, c'est d'évangéliser. Tout à fait. Et on voit que nos chrétiens, parfois, ils sont complètement désemparés devant la mort, devant les funérailles. Ils ne savent pas trop quoi faire. Est-ce qu'on peut faire un peu de nos croyances traditionnelles? Est-ce qu'on peut saupoudrer ça un peu de religiosité africaine et puis aussi chrétienne, tout ça? Et donc, l'enjeu de ce bouquin, c'est d'aider nos chrétiens d'abord à se libérer de tous ces miasmes morbides là qui nous taraudent, voilà, et puis aller à l'essentiel. Donc je pense qu'il y a une sorte de complémentarité qui peut se jouer, et puis ne pas avoir peur de vivre notre foi en tant qu'Africains. Dans le dialogue. Dans le dialogue. Dans le dialogue, vous l'avez dit. Merci. L'abbé Jean-Claude Doumbra, invité de la page culture, auteur de l'œuvre Usage funéraire et émission de l'Église chez les Baoulés en Côte d'Ivoire. Merci, l'abbé, l'invité de la page culture. Ce journal donc qui est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Et ce soir, le sage nous apprend que la Lune n'ignore aucun village. Dieu le veut, on se retrouve demain.